Voilà, le décompte est arrivé à zéro, donc c'est le moment pour moi de vous dire bonsoir et bienvenue dans ce tout nouveau webinaire, un webinaire qui aura donc une thématique que l'on aborde peu et on est bien content de le faire aujourd'hui. Le numérique et les élèves à besoins spécifiques. On va vous présenter tout un tas de choses hein, d'ici la fin de ce webinaire. Alors je vais juste partager mon écran parce que je pensais que simplement un sondage d'entrée de jeu, histoire quand même de savoir qui est avec nous là maintenant. Et donc l'idée, voilà, il vient d'apparaître hein, normalement à votre écran. Donc dans quel type d'enseignement travaillez-vous? Donc ordinaire, spécialisé ou autre? Et là, si c'est autre chose, eh bien n'hésitez pas à le préciser dans le chat, parce que vous savez qu'on essaie toujours d'orienter un maximum le discours en fonction des gens qui nous suivent dans ce webinaire. Donc voilà, êtes-vous de l'ordinaire, du spécialisé ou bien d'une autre fonction à préciser. Donc on le disait dans le chat là maintenant. Donc voilà, une personne sur 5 est du spécialisé, grosso modo, et on voit que 4 personnes sur 5 sont donc de l'enseignement ordinaire. Il y en aura pour tout le monde. Vous avez vu que le titre n'est pas les élèves de l'enseignement spécialisé, où on n'a pas voulu cibler vraiment des élèves de façon spécifique, parce que ce que l'on va vous présenter concerne l'ensemble des types d'enseignement. Vous allez vite vous en rendre compte. Passons d'ailleurs à la découverte des objectifs et du programme de cette soirée, de ce webinaire. Les objectifs du webinaire, mais vous les voyez, hein, ils sont écrits devant vous. Donc découvrir comment les outils numériques peuvent s'avérer des alliés importants pour l'apprentissage de tous les élèves et en particulier les élèves à besoins spécifiques, et puis découvrir à travers des témoignages concrets comment envisager l'encadrement numérique des élèves à besoins spécifiques. Et donc il y a pour cela un programme qui vous a été concocté, un programme qui vous permettra de partir d'abord sur quelques notions, on va dire théoriques, mais théorico-pratiques, hein, je vous rassure. Donc le point sur les 4 besoins pour l'engagement de l'enseignement et des élèves. On fera la distinction entre différenciation et individualisation. Il y aura donc ça, c'est la première partie, et puis on ira sur la pyramide de prise en charge des difficultés. Il y a une pyramide qui existe, et pour chaque étage, Jean Huberland nous en parlera tout à l'heure, pour chaque étage de cette pyramide, eh bien, nous vous proposerons des outils pratiques à utiliser avec vos élèves. Et puis, tout de suite derrière, là, on fera écho de ce qui se passe dans les terrains, ou plutôt des gens du terrain viendront faire écho de ce qu'ils vivent. On ira à la rencontre de personnes qui vivent dans les pôles et qui donc accompagnent les enseignants et les élèves à besoins spécifiques. On verra un peu comment cela fonctionne. On découvrira également une enseignante qui nous expliquera justement cette collaboration entre les pôles et son métier d'enseignante. Et puis on terminera par une information avec un outil lié à l'éducation média. Alors on sera pas tout à fait dans le même thème, dans la même thématique qu'aujourd'hui, mais c'est important, c'est un tout nouvel outil qui vient de voir le jour, et on s'est dit que c'était le bon moment pour vous le présenter. Donc voilà, le programme est assez chargé, vous l'avez vu. Et donc, n'hésitez pas à réagir dans la conversation si vous le voulez. Hein. À tout moment, on vous lit. Il y a des conseillers technopédagogiques qui sont là pour répondre à vos questions, soit en direct, soit nous les relayer pour qu'on y réponde en direct durant ici le webinaire. Petite information aussi, si vous n'avez pas envie de suivre la conversation, ou si vous avez envie d'agrandir l'écran, n'hésitez pas à fermer cette conversation. Vous allez voir ainsi, tout ce qui apparaîtra à l'écran sera nettement plus grand. Et puis, je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, avec une première thématique. Et je vous lisais le point donc le point sur les 4 besoins humains nécessaires à l'engagement de nos élèves en classe, les spécificités organisationnelles et pédagogique que cela nécessite, et puis la différenciation entre différenciation justement et individualisation. Et pour cela, j'accueille Jean Huberland qui va m'accompagner durant toute la soirée. Bonsoir Jean. Alors je vais Salut le voir. Marc, voilà, ça va, on Voilà. m'entend bien? Oui, on Parfait. t'entend, parfait. Voilà, merci en tout cas pour cette petite intro et merci pour la préparation de ce webinaire Marc parce que tu as été au taquet jusqu'au bout donc voilà, Oui, merci à toi d'avoir c'est pris vrai en que charge tout ça donc c'est important de le rappeler aussi.
Et Merci. justement, pour se sentir bien, que toi tu te sentes bien ou que les élèves se sentent bien en classe dans un premier temps, je pense qu'il y a vraiment les quatre besoins nécessaires pour l'engagement de nos élèves en classe. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu certaines études qui ont été faites ou bien alors les éléments, quand un élève arrive en classe de manière concrète, eh ben, il a différents besoins fondamentaux qui sont là pour lui, pour qu'il puisse vraiment, au niveau des apprentissages, être là vraiment bien présent et bien actif au niveau justement de manière pédagogique. Alors ces quatre besoins-là, donc il y a le besoin de confiance, hein, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée juste après, besoin de confiance, besoin d'espoir, le besoin de sentir sa propre valeur et le besoin de se sentir hyper compétent. Donc là, on voulait démarrer ce webinaire par justement ces quatre besoins, parce qu'on se dit que quand un élève arrive en classe, qu'il ait des difficultés ou pas de difficultés, je pense que le climat en tout cas est hyper important que l'enseignant va pouvoir mettre au sein de sa classe et au niveau des élèves. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser découvrir une petite vidéo explicative de 1 minute, et puis alors on passera à la suite, mais je pense que c'est important de se remettre ça un peu dans nos têtes. Je vous laisse découvrir cette vidéo. Et si la clé de l'engagement, c'était pas du tout ce qu'on pense? Voyons ensemble 4 besoins humains fondamentaux. Alors, la vraie question, c'est ça. Comment motiver durablement les enfants et les ados? Le truc, c'est que les récompenses et les punitions, eh bien, sur le long terme, ça marche pas vraiment. En fait, la clé, c'est pas le contrôle, c'est de créer un écosystème qui nourrit leurs besoins. Et ces besoins, ils reposent sur 4 piliers: la confiance, l'espoir, la valeur et la compétence. D'abord, la confiance. Quand un adulte croit vraiment au potentiel d'un jeune, ça peut tout changer. Ensuite, l'espoir. Ce besoin de sentir qu'on peut progresser, apprendre et que nos talents comptent. Puis, la valeur. Le sentiment que nos efforts servent à quelque chose, qu'on apprend, qu'on est reconnu. Et enfin, la compétence. Le besoin de défi à sa mesure, ni trop dur, ni trop facile. Mais attention, point très important, ces besoins sont amoraux. Ils n'ont pas de morale en soi. Du coup, la vraie question c'est: on utilise ces leviers pour élever et libérer ou pour contrôler? La petite vidéo qui a été faite à l'aide de l'intelligence artificielle, hein, qui s'appelle Notebook LM. Ça paraissait important en tout cas de mettre ces bases-là avant de passer à la suite. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la mise en place justement des différentes activités qu'on va pouvoir faire avec les élèves, il y a l'apprentissage, oui, mais d'abord d'une grande valeur humaine et pédagogique. Alors je parle beaucoup d'humain là-dedans. Donc moi là-bas, je suis instituteur dans l'enseignement spécialisé et l'objectif c'était pour moi et mes élèves de mettre vraiment ce climat de confiance, et on a réussi, et même avec des collègues et autres, à se dire mais finalement quand on met les élèves par projet, directement dans un projet, ah ben, c'est une grande valeur pédagogique et humaine. Ici, donc le CESEM, hein, Conseil supérieur de l'éducation aux médias, a préparé un document que Marc vous parlera tout à l'heure avec Martin Culot, mais c'est simplement dire on a différentes activités qui sont proposées, des pistes qui peuvent aussi aider les enseignants directement dans vos classes. Alors première activité, hein, c'est dessine-moi mon portrait, identité des médias. Alors là, il y a beaucoup de culturels, d'artistiques qui ont été mis en place par rapport à cette première démarche qui était intéressante. Puis deuxième activité, c'est Radio Clash, hein, donc on a vraiment la possibilité pour des élèves, ici plutôt du secondaire spécialisé, de mettre en place une radio. Ça aussi, Marc, tu pourras en parler pendant des heures, je pense, hein, mais le fait de pouvoir créer une radio au sein de l'école, au sein d'une classe, pour pouvoir partager vers l'extérieur, c'est assez important. Et puis un autre projet qui a été mis aussi en avant, c'est le TVGR, donc le JT des bonnes nouvelles, qui permettait aussi aux élèves d'être vraiment acteurs et actifs lors des apprentissages. Et c'est vrai qu'une fois qu'on fonctionne par projet, on travaille énormément de compétences et justement, mais on arrive à un résultat hyper concret. Et je pense que là, le numérique peut vraiment, vraiment aider au niveau des apprentissages. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors là, ce qui est important aussi pour nous, c'est de faire la différence entre la différenciation et l'individualisation. C'est vrai que on est vraiment, avant de rentrer vraiment dans le concret, c'est faire cette différence-là parce que c'est notre manière d'adapter notre apprentissage au niveau des élèves. Donc, la différenciation, pour qu'on soit bien clair par rapport à ça, c'est de diversifier notre façon de travailler. On va changer les supports, on va faire des activités un peu plus spécifique, avec des méthodes particulières aussi, pour que les élèves puissent vraiment progresser. Mais ce qui est important de se dire là-dedans, c'est que les attendus seront les mêmes, donc les objectifs seront vraiment les mêmes pour l'ensemble de la classe. Alors on accepte qu'on peut prendre différents chemins de manière différente, mais ça permet de prendre en compte la globalité de la classe, la diversité de chaque enfant, pour mettre les besoins au service des élèves.
Tandis que l'individualisation, là on change un petit peu, c'est davantage centré sur l'élève en particulier. On adapte le rythme, les modalités de travail, parfois évidemment les objectifs, là ils peuvent changer aussi éventuellement, pour répondre vraiment à des besoins spécifiques. Alors là, l'élève est vraiment le point de départ et de la démarche par rapport aux accompagnements. Donc pour résumer, hein, si on est par là, la différenciation c'est ajusté par rapport au groupe, et quand on est dans l'individuation, on, on fait au niveau des apprentissages un parcours beaucoup plus personnalisé à ce niveau-là. Ça permettait aussi à nous d'être délicats et d'être concrets par rapport à ces différentes choses. Euh, la mise à disposition des contenus spécifiques, ça veut dire quoi? C'est on se rend compte que quand on accompagne les écoles, qu'on accompagne des enseignants, ce qui est compliqué, c'est de se dire, mais finalement, comment moi, en tant qu'enseignant, je vais pouvoir partager le contenu à mes élèves? Et là, alors, on se rend compte qu'il y a parfois des difficultés au niveau du partage du contenu, que ce soit un site internet, que ce soit un PDF, que ce soit une application ou autre. Ça, c'est important de se dire, mais finalement, il y a différents process qui existent. Alors là, on a 4 options, il y en a d'autres qui peuvent être utilisées aussi. Mais là, on voulait vous en montrer 4, de la plus simple, entre guillemets, jusqu'à la plus, voilà, qui est utilisée aussi l'option 4. Donc là, il faut choisir un petit peu la manière dont l'enseignant ou vous allez pouvoir partager les informations. Création de QR code. Alors là, c'est vraiment, entre guillemets, le plus facile à créer. On a donc la possibilité de partager donc, les informations, que ce soit site internet ou que ce soit une application via QR code. Donc là, on va sur la digitale. Digitale, je crois que tout le monde commence à connaître, entre guillemets, plus ou moins pour le moment. Ça s'appelle DigiCode. Ce site internet permet, grâce à un lien directement, donc on vient copier-coller le lien à cet endroit-ci, ça nous génère automatiquement un QR code, et une fois que le QR code est créé, alors à ce moment-là, on peut le personnaliser, entre guillemets, soit en changeant la couleur, on peut également mettre une image de fond qui nous permettra à l'élève qui en a vraiment besoin d'avoir le visuel par rapport au contenu qui sera mis derrière le QR code. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y, DigiCode, by la Digital, qui transformera vraiment tous vos liens en QR code. Alors, petite pub entre guillemets, on nous allons envoyer un webinaire par rapport aux outils de la Digital. Donc ça, c'est notre prochain webinaire. Donc on vous propose aussi de vous inscrire parce que c'est vraiment un outil très intéressant. Ça, c'est la première manière de pouvoir partager les informations. Deuxième possibilité, on a donc la possibilité de créer soit pour l'élève, soit pour un groupe d'élèves, soit pour la classe, alors à ce moment-là, un digipad. Donc le digipad, c'est un mur collaboratif qui permet à l'enseignant justement de déposer du contenu quel qu'il soit. Ça peut être, comme on dit, un PDF, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être un learning app, ça peut être plein d'outils qui vont permettre à l'enfant de se retrouver directement. Et nous, c'est vrai que quand on crée un digipad, on aime bien le créer par colonne, ce qui permet un peu de se structurer et les élèves savent directement où aller à ce niveau-là. Alors, on dit digipad ou bien on dit Padlet, parce que finalement, ça fait un peu le même job. Quand on est vraiment sur le digipad, ça c'est un outil gratuit, on peut en créer jusqu'à, je pense que c'est 100 digipads, donc 100 murs collaboratifs, donc c'est déjà énorme. Tandis que Padlet, c'est 3 gratuits et puis après ça devient payant. Mais le Padlet est quand même aussi très très apprécié des enseignants et ça permet vraiment d'avoir d'autres possibilités en tout cas qui sont un petit peu plus fines, un petit peu plus précises au niveau du contenu qu'on va pouvoir instaurer via le Padlet. Donc ça c'est Digipad, Padlet, ça dépend un peu des préférences, comment vous voulez vous organiser, mais en gros ils font vraiment le même job. Et puis, petite nouveauté aussi qu'on aime bien présenter, c'est le fameux StartMe. Vous avez peut-être déjà entendu parler de StartMe. StartMe, si vous voulez, ça fait un peu le même boulot aussi que Digipad ou que Padlet. Mais ça permet d'avoir aussi un mur, qu'on appelle ça, c'est un site internet au fait qui vous permet d'ajouter donc des éléments, des sites internet pour vos élèves. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi pas organiser la semaine avec les différents liens que l'on va placer, ou bien le mois carrément. Donc là, je n'ai pas été jusqu'au bout du processus, mais on peut vraiment ajouter tous les liens. Une fois que l'élève scanne le QR code vers cette page-là, ou bien alors, c'est possible aussi d'avoir le site internet en page de démarrage, mais les enfants alors savent directement s'y retrouver par rapport aux liens qu'on va leur représenter. Et ce qui est chouette, c'est que l'enseignant, vous pouvez travailler très bien chez vous
organisez votre StartMe, et puis alors ça se synchronise automatiquement. Donc en gros, vous travaillez à la maison, mais tous les liens restent et se synchronisent journalièrement par rapport à ce que vous allez mettre comme information. Donc ça, c'est vraiment les trois, on va dire, murs, on va dire, collaboratifs, où on va pouvoir ajouter du contenu. Et puis alors, on a le transfert du contenu sans fil, comme on appelle ça, qui est pratique aussi en classe. Donc là, je sais qu'il y a des enseignants qui l'utilisent pas mal aussi. C'est tout ce qui est AirDrop ou QuickShare pour tout ce qui est Android et AirDrop plus que ce qui est Apple. Donc là, ça fonctionne bien aussi. Les enseignants peuvent partager directement les informations sans fil, mais ça, je pense qu'une enseignante vous parlera de ça juste après, ou une ergothérapeute, justement, vous parlera un petit peu du système de manière un peu plus complète. Et puis le bon classique, le bon vieux mail, on va dire ça comme ça. Là, il y a aussi pas mal d'enseignants. On a parlé un peu tout à l'heure aussi avec les pôles en disant, mais ça fonctionne encore bien. C'est-à-dire que là, l'enseignant, en accord avec les parents évidemment, peut envoyer alors toutes les informations par mail. Soit l'enfant sait se connecter lui-même à un ordinateur ou bien à une tablette ou autre pour recevoir les informations. Et alors arrive à gérer, on va dire, les liens qui sont placés ou les ressources qui sont placées via mail. Alors, on a aussi d'autres choses. Il y a les plateformes. Il y en a qui utilisent Toute Mon Année, il y en a qui utilisent Smart School, il y en a qui utilisent Classe Dojo et autres. Ça fonctionne aussi, mais il faut que là, les parents, les enfants soient aussi un petit peu formés à tout ce système-là pour devenir autonomes au niveau du partage des informations. Tiens, simplement pour dire que tu parlais tantôt du prochain webinaire sur la digitale et un petit scoop, on aura le responsable du site qui sera là avec nous pour le présenter, c'est Monsieur Zimmert et vous allez voir, il aura pas mal de choses à nous découvrir. Donc ce sera le 9 mars pour être précis. Et donc on va poursuivre maintenant avec donc la découverte de la pyramide, c'est bien ça, il est différent de quelques-uns des outils qui sont proposés. Exactement. Donc là, c'est vraiment un travail au niveau des conseillers technopédagogiques. Donc là, je suis le seul représentant, mais c'est vrai que c'est un travail qu'on a fait tous ensemble à ce niveau-là. C'est se dire finalement, on s'est raccroché un peu à la pyramide de prise en charge des difficultés qui a été donc élaborée par les équipes justement du CEGEC. Et donc c'est un aspect très théorique et du pratique derrière qui n'était pas à la base numérique. Et ici, on s'est dit, mais pourquoi pas intégrer quelques outils numériques dans les différents étages de la pyramide? Et donc, comme ça, vous le savez déjà, ce lien-là se trouve sur le site de la salle des profs et sur le digipad ici du webinaire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Chaque lien sera cliquable et vous arriverez directement au site internet ou une petite explication par rapport aux outils proposés. Donc cette pyramide de prise en charge des difficultés, on est vraiment dans un objectif où la partie verte et la partie bleue que je vais vous proposer maintenant, ça va être pour l'ensemble de la classe. Donc là, tout ce qui est mis en place pour les enfants, c'est vraiment de manière globale dans la globalité de la classe. Et puis alors, donc, quand on arrive dans cette petite partie verte ici, que je vous expliquerai juste après, on arrive avec des intentions un petit peu plus ciblées, un petit peu plus spécifiques. Et là, on y reviendra juste après. Et puis on arrive aux aménagements raisonnables. Et puis l'enseignement spécialisé, mais là, on y reviendra encore un petit peu plus tard. Là, on est, hop, je dois changer d'écran, pardon. On est vraiment dans la première partie, qui est la gestion de la classe. Alors, la gestion de la classe, il faut bien dire que les outils qu'on vous propose ici, on en propose 4, mais il y en a énormément d'autres, et ça, on vous propose en formation, en accompagnement spécifique dans vos écoles. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire appel aux différents CTP pour aller un petit peu plus loin dans les outils, mais là, dans un webinaire, je vais vous présenter un outil par étage de la pyramide et le reste, vous irez voir par vous-même. Premier, c'est gestion de classe. Rien à faire quand vous arrivez dans votre classe, début de l'année, vous êtes là, vous devez gérer, on va dire, tout l'aspect organisationnel. Et là, l'objectif, c'est de se dire, pourquoi pas proposer un outil, encore un outil de la digitale, qui s'appelle donc DigiScreen, ce qui permet de créer un peu un tableau préparable, qui prépare votre journée. Donc là, j'ai fait un petit exemple. On est vraiment dans un objectif où on peut éventuellement donc réaliser des groupes. Je mets tous les élèves de ma classe. Je veux éventuellement faire 3 groupes de manière complètement aléatoire. Je vais faire 3 groupes, je valide et ça me fait 3 groupes aléatoires. Comme ça, les enfants savent exactement où ils vont aller au niveau des ateliers ou autres. Donc ça, c'est un premier outil parce qu'il y a énormément de modules dans justement DigiScreen qui vous permettront d'avoir un accès rapide et efficace sur la plateforme. Deuxième outil, c'est plutôt modalité de travail. Comme
ça, les élèves ont aussi un visuel, on va dire, sur leur manière de travailler en classe. On l'affiche sur grand écran, on l'affiche sur un TVI, sur un TBI, sur un projecteur, peu importe, mais au moins, ils savent exactement les modalités de travail. On a également, donc pour les enseignants, hein, on voit souvent hein, dans les classes des feux, des vrais feux. Ben ici, il y a un feu numérique par rapport à, justement à l'ambiance de la classe ou bien au niveau sonore. On peut éventuellement cocher les différents éléments du feu. On peut éventuellement directement via la plateforme créer un QR code. Donc là, c'est important aussi de se dire, ben, on a un site internet qu'on veut vite partager aux élèves, qui scannent avec leur tablette ou autre. On peut générer automatiquement un QR code. Et puis après, nous avons également d'autres outils, hein. On a un compte à rebours, donc là directement, si vous voulez faire en sorte que vos élèves travaillent, je veux dire, chuchotent pendant 15 minutes, hop, on met le compte à rebours en route. Et alors comme ça, le visuel reste, en tout cas pour les élèves. Et au niveau des modalités de travail, c'est assez simple pour eux de voir ça comme ça. Vous avez vu qu'il y en a plein d'autres ici en dessous, hein. On peut faire un plateau de jeu, il y a des dés, on peut faire des activités, on peut écrire, on peut faire le journal de classe. Bref, pas mal d'outils en tout cas qui seront à votre disposition et qui sont très utiles au niveau de la gestion de la classe. On a aussi une application minuterie qui s'appelle Moose Timer. Tout ce qui est rituel, hein, donc là on a utilisé Genially pour créer des rituels de classe au niveau de la météo, au niveau justement du calendrier, au niveau des présences. Et puis ce qui est important aussi dans la gestion de classe, c'est tout ce qui se passe au niveau des émotions. Et là alors vous avez des petits bonshommes qui vous permettront de travailler les émotions avec les élèves, soit de manière numérique avec Teams Class, ou bien alors vous avez, en cliquant sur ce lien-là, simplement les cartes que vous pouvez imprimer et plastifier pour partager au niveau de vos élèves. Alors la deuxième partie, donc là on est vraiment dans la gestion de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors là, on s'est dit, mais forcément, il y a tout un espace de préparation par rapport à la mise en place aussi des programmes, des activités qu'on va faire avec les enfants. La première chose, c'est créer un parcours apprenant. Donc là, vous connaissez peut-être Learning Apps. Donc là, c'est possible de créer un parcours apprenant pour chaque élève ou pour un groupe d'élèves de manière concrète. On peut éventuellement faire une farde numérique d'apprentissage interactive où l'enseignant va poster du contenu. Vous verrez un exemple quand vous allez cliquer sur le lien. Et puis, petite nouveauté aussi, qui est très intéressante et qu'on propose aussi, c'est un plan de travail sur Ginzy. Alors Ginzy, je ne sais pas si vous connaissez Ginzy, mais c'est vraiment un site internet qui est très intéressant. Pourquoi ? Donc là, j'ai créé un petit exemple en se disant, mais finalement, je vais pouvoir partager encore là, de nouveau, grâce à un petit QR code, je vais pouvoir partager cette page-ci. J'ai créé 3 pages de manière concrète en mathématiques. Donc là, les élèves, pour travailler la différenciation ou l'individualisation, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pourquoi pas faire en sorte de travailler sur les euros. Première page, les euros. Mais ce qui est intéressant avec ce site-ci, c'est qu'on va travailler en fonction du besoin ou des capacités de l'élève. Donc là, j'ai une petite roue à chaque fois qui s'appelle paramètres et je peux choisir, est-ce que je mets les centimes, pas mettre les centimes, est-ce que je mets les billets, pas les billets, le prix maximum au niveau des articles, est-ce que je travaille jusque 50 euros, 100 euros, 10 000 euros. Et là, je peux varier, entre guillemets, mon exercice en fonction de l'enfant, ce qui me permettra, moi, entre guillemets, de m'ajuster aussi au niveau des exercices que je vais présenter. Et donc là, c'est une manipulation, hein, donc on est vraiment dans une manipulation hyper concrète. L'élève vérifie, et bien, je ne dis pas qu'il doit faire les 105 exercices, mais entre guillemets, il peut déjà avoir la possibilité de faire des exercices de la sorte. Deuxième exemple avec Ginzy, on va travailler sur les tables de multiplication. Là, de nouveau, hein, j'ai un paramétrage qui est créé au préalable. Quelle table est-ce que je vais travailler? Est-ce que je vais faire des questions ouvertes, des questions d'un choix multiple, des multiplications, des divisions, peu importe. Et là, j'envoie, on va dire, l'exercice à l'enfant de nouveau via le lien. Et hop, on est parti, on va dire, pour les exercices. Et puis, troisième partie, toujours en mathématiques, parce que le QR code, c'était prévu pour les mathématiques. Là, c'est vraiment la possibilité de placer les cubes au niveau orientation. On peut éventuellement choisir aussi le niveau de difficulté. Donc là, j'ai choisi simplement 4 c'est bien 4 sur 4, oui, mais je peux éventuellement changer, en tout cas au niveau des compétences de mes élèves, plus difficile ou bien alors justement un peu plus facile en fonction de mes enfants. Donc ça, c'est vraiment le plan de travail. On peut générer comme ça autant de pages que l'on veut. On partage le tout via un QR code.
et hop, alors on l'envoie, ou bien on l'envoie sur un StartMe, ou on l'envoie, comme je vous expliquais tout à l'heure, sur un Digipad ou un Padlet, et les enfants ont directement alors les informations et les liens pour pouvoir manipuler. Troisième partie, nous sommes dans l'évaluation formative au service des apprentissages. Là aussi, ça peut être intéressant d'utiliser des outils très concrets, très pratiques au niveau de sondage ou bien alors des quiz. Donc là, on utilise soit Plickers, hein, qu'on propose aussi beaucoup en formation, qu'on travaille avec des cartes que les élèves peuvent manipuler, soit A, B, C ou D. Et donc là, alors, on peut avoir, nous, en tant qu'enseignants, une rétroaction directe justement sur ce que l'on apprend aux enfants, ou bien alors que les enfants puissent aussi avoir une discussion autour d'un sujet bien précis par rapport à une évaluation formative. Pareil pour quiz, donc là c'est Wayground qui est un outil aussi qui est assez très très bien. Donc soit on travaille sur tablette en synchrone, en asynchrone, donc en direct, ou bien en différé, on va dire ça comme ça. Toute nouveauté, en tout cas, enfin depuis quelques mois, il y a la possibilité aussi de travailler avec en format papier. Donc là, les enfants peuvent aussi manipuler soit réponse A, B, C ou D. Donc ça, c'est un outil qu'on vous propose vraiment parce qu'en plus, il y a l'intelligence artificielle qui est intégrée. Donc ça, c'est sympa. Troisième outil que je vous présente maintenant, on le présente aussi en formation, c'est Canva IA. Canva IA, c'est vraiment un outil qui va permettre aux enseignants et à vous de pouvoir créer des jeux interactifs avec une rétroaction directe pour les enfants dans cette fameuse évaluation formative. Et là, on va travailler en fonction du niveau des élèves. Donc, il faut aller vraiment dans Canva, Canva IA, comme ça s'appelle. Vous allez avoir un lien explicatif si vous cliquez donc sur le trombone qui se trouve ici. Et vous allez avoir la possibilité de créer un jeu numérique interactif où vous allez mettre vraiment ce que vous voulez comme consigne, ce que vous avez envie au niveau du travail pédagogique que vous faites avec les enfants. Donc là, un exemple, c'est bientôt le carnaval, donc je me suis dit, je vais réaliser un exercice de fluence au niveau de la lecture. Alors j'ai dit, je veux 3 niveaux vraiment spécifiques de lecture au niveau de la fluence, soit le niveau facile, le niveau moyen ou le niveau difficile. Et ça aussi, l'enfant va avoir accès via QR code, Padlet, Digipad, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis après, donc normalement on le voit en grand écran, hein, c'est un peu plus espacé au niveau du visuel, mais là vu que je travaille avec mon double écran, c'est un peu plus compliqué. Et là, on va vraiment voir quand je vais appuyer sur le bouton démarrer, par exemple, je vais faire en sorte je lui ai demandé qu'une fois que je lis le mot, en jaune, justement, il va s'effacer et au fur et à mesure, les élèves vont pouvoir travailler cette fluence-là. On peut faire ça avec n'importe quel texte, avec n'importe quel support, à partir du moment où, et le plus important en tout cas, c'est de se dire, mais au final, moi, mon intention là-bas derrière, c'est quoi? C'est de faire 3 niveaux de lecture pour que chaque enfant puisse s'en sortir et puisse se dire, moi je travaille avec mon niveau. Si mon niveau est facile, hop, je passe au moyen et puis je peux passer au difficile. Donc ça, allez voir Canva IA. De toute manière, on le présente aussi en accompagnement en formation, mais c'est un outil très riche, on peut vraiment tout faire avec. On a Wordwall aussi, par rapport à ces fameuses évaluations formatives, c'est se dire, au final, on crée des flashcards avec les enfants. Donc là, vous allez, avec votre contenu de classe, avec votre contenu de référentiel au niveau de la classe, ajouter donc du contenu sur la plateforme. Alors, il y a des avantages et des inconvénients de la plateforme, c'est-à-dire la plateforme est gratuite jusqu'à, c'est 3 jeux, et puis après, il faut payer. Donc c'est ça qui est un peu délicat, mais c'est un outil qui est assez intéressant parce qu'avec la même banque de base de données, vous avez plein de jeux différents. Et là, les enfants, ils savent vraiment s'exercer avec des flashcards. Et donc là, c'est vraiment hyper intéressant pour les apprentissages. Alors la partie suivante, c'est tout ce qui est au niveau de soutien général et préventif. Donc là, il y a 2 aspects, hein, quand on est dans cette fameuse pyramide, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect pédagogique, ça c'est sûr, et l'aspect aussi psychologique au niveau des élèves pour qu'ils se sentent bien en classe. Première chose, portfolio. On propose aux enfants de placer dans un fameux book creator tous leurs chefs-d'œuvre au niveau de ce qui se passe au niveau de l'année, au niveau de leur ressenti, et ils peuvent le partager au niveau de la classe, le partager en réunion de parents, ou bien le partager simplement à l'enseignant. Et donc ça, alors, c'est vraiment un outil hyper intéressant, qu'on soit de la maternelle jusqu'à la P6. Et je veux dire, chaque enfant peut aussi aller à son rythme à ce niveau-là, et c'est quand même super intéressant. Deuxième outil, un outil vraiment là qui est très
puissant et très simple à utiliser. Ça s'appelle Vocaroo. Pour ceux qui connaissent Vocaroo, c'est un enregistreur donc directement sur Internet. Donc vous mettez vocaroo.com et vous arrivez sur cette page-ci. À partir du moment où vous êtes dessus, vous allez pouvoir vous enregistrer. Alors là, l'enregistrement ici, dans cette partie-ci, pour les élèves qui en ont vraiment besoin, c'est vraiment éventuellement d'enregistrer votre consigne, la consigne d'une feuille d'exercice un petit peu plus complexe, ou bien donner une explication supplémentaire aux enfants. Et là, vous appuyez sur le bouton rouge, et donc on est en train de s'enregistrer. Donc là, actuellement, si mon ordinateur veut bien, oui, il va arriver. Je suis donc en train de m'enregistrer. Je place ma consigne, j'ai pas de limite de temps, ok, au niveau de l'enregistrement. Et une fois que c'est terminé, hop, j'appuie sur stop et mon enregistrement est là. Alors actuellement, mon enregistrement, il se trouve sur vocaroo.com. Mais l'objectif, c'est de dire, ben, moi, je veux le partager à mes élèves, je veux imprimer le QR code et je veux donc l'ajouter sur ma feuille d'exercice. Alors là, comment faire? Vous avez un petit bouton qui s'appelle enregistrer et partager. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Alors de nouveau, on en revient au départ, soit le QR code est directement créé, donc si maintenant vous scannez le QR code, vous allez directement avoir accès à mon enregistrement, qui ne ressemble à rien, mais c'est pas grave. Deuxième chose, vous allez pouvoir copier le lien et l'ajouter donc sur une plateforme quelle qu'elle soit, Digipad, Padlet ou autre. On peut aussi télécharger le MP3, comme ça il sera dans votre ordinateur, ou bien supprimer alors l'enregistrement. Ça, c'est un outil intéressant, pratique à utiliser, facile à utiliser. Petite vigilance, une fois que vous enregistrez un son, c'est-à-dire que le son que j'ai enregistré aujourd'hui, si je ne le réactive pas pendant 1 an, il va disparaître. Donc là, soyez vigilants par rapport à ça, c'est se dire, si vous voulez, dans les serveurs de chez Vocaroo, à un moment donné, ils doivent faire de la place. Et l'objectif, c'est de se dire, ben, quand je fais un enregistrement, soit je le réactive, ou bien alors c'est un enregistrement one-shot, comme ça on le fait une fois, et il n'y a pas de souci. Mais il peut être utilisé vraiment de manière concrète et facile, c'est assez simple. On a aussi Rating Coach, comme ça s'appelle. Hein. Donc ça permet aussi, c'est ceux qui ont un environnement Microsoft 365. Donc là, je vous laisserai découvrir vraiment l'ensemble des informations qui sont dessus, parce que ça, c'est un outil aussi très très puissant. Tout ce qui se passe au niveau de la lecture, au niveau des élèves, ils peuvent s'enregistrer. Vous, en tant qu'enseignant, vous savez avoir aussi la rétroaction directe de ce qui se passe. Donc un outil hyper puissant. Et là, un outil aussi qui est pas mal, qui est une collègue, donc Vinciane, qui m'a fait découvrir cet outil-là, et c'est pour ça qu'on l'a ajouté aussi. Ça s'appelle Écrivor. Donc là, ça permet vraiment aux élèves de faire de la production d'écrits avec l'aide de l'IA. Mais attention, c'est pas l'IA qui va travailler à la place des enfants, c'est vraiment l'IA qui va analyser ce que l'enfant fait au niveau de sa production d'écrits et va lui proposer de se corriger. Et donc là, on est vraiment dans un système d'apprentissage concret, mais avec des spécificités aussi pour les élèves qui ont plus de difficultés ou qui ont plus de facilité. Et donc là, on va voir que l'IA va aider justement l'enfant à faire sa propre production d'écrit, ce qui sera quand même super intéressant. J'espère que je suis dans le timing, Marc, et que je ne suis pas trop long. Tu me dis si je dois aller un peu plus vite. Parfait. Non. Alors la partie suivante, on arrive vraiment, donc là on se rend compte que pour certains élèves, là je vous avais dit la partie bleue c'est vraiment l'ensemble de la classe, et puis on se rend compte que certains élèves ont des difficultés, on va en compter 5, 6 au niveau de la classe, et là on va y avoir un état des lieux pédagogique en interne à l'école en se disant mais finalement tel ou tel élève, il doit y avoir des interventions un petit peu plus ciblées, un petit peu plus spécifiques. Et dans cet étage de la pyramide, il y a 2 aspects. Un, l'aspect où on va observer l'élève, ça c'est la première chose. Et le deuxième aspect, alors, c'est plutôt les interventions qui sont un petit peu plus ciblées, un petit peu plus précises au niveau des besoins des enfants. Nous, ce qu'on propose en tout cas, c'est dans l'observation des élèves, c'est de créer un dossier pédagogique, vraiment, pour le suivi des apprentissages au niveau des élèves. Suivi des apprentissages, suivi du comportement, dans un accompagnement bien concret au niveau de la classe. Donc là, l'enfant a vraiment son dossier et les enseignants, ou bien alors les membres externes, peuvent aussi les ergots, les logos, les membres du pôle aussi le font parfois, venir compléter des informations pour essayer d'avoir un suivi hyper concret au niveau des apprentissages, au niveau du comportement.
Donc, je ne vais pas aller vraiment en détail dans l'explication de ce dossier de suivi, mais on fonctionne par section et par page. Donc, la première partie, c'est vraiment tout ce qui est information générale, tout ce qui se passe au niveau de la santé, est-ce qu'il est allergique à certaines choses. On peut avoir un suivi extérieur, mais finalement, est-ce qu'il est suivi par une logopède? Oui, par qui? Qu'est-ce qui se passe? Comme ça, on sait un petit peu aussi tout l'historique au niveau de l'élève. On a le rapport d'incidence, et s'il y a vraiment des gros faits graves au niveau de la classe ou bien au niveau de l'école, de la cour de récréation, on peut donner des informations et venir mettre des notes à cet endroit-ci. Et puis alors, nous avons le suivi des apprentissages. Et là, chaque titulaire, si vous voulez, a sa propre page au niveau du suivi des apprentissages. Et donc là, c'est se dire, on a repris un peu la pyramide de prise en charge des difficultés, justement, c'est donner des informations complètes, concrètes, mais qui parlent. C'est-à-dire que c'est pas, faut pas écrire pour écrire, il faut vraiment aller dans du concret. Alors ça, c'est modulable en fonction des écoles. On se rend compte que là, on donne un package complet, mais si vous voulez, il y a certaines écoles qui utilisent le dossier et qui veulent faire un tableau simplement à double entrée qui permettra alors justement de donner simplement les observations, les ressources et les difficultés de chaque enfant. Pardon, désolé. Alors là, nous, on a mis en place justement une observation avec les ressources et les défis des élèves, mais alors on ne voulait pas, pour les enseignants, de faire un double encodage, donc on s'est dit, en lien avec le DAC, pourquoi pas noter ces observations ici de manière concrète et spécifique dans ce dossier-là, et que éventuellement vous fassiez un copier-coller dans le DAC, comme ça on n'a pas vraiment un double encodage. On a également la possibilité d'avoir l'objectif concret au niveau des élèves. Et donc là, j'ai justement parlé d'outils hyper concrets. On a conseil de classe, les réunions. Donc ça, c'est vraiment de l'encodage pur et dur, mais qui est important dans le suivi parce que l'enfant, quand il arrive à l'école, il a son dossier. Et on va voir tout ce qu'on a mis en place justement pour lui jusqu'à la P6. Alors là, par rapport à l'objectif, ce qui est intéressant, c'est de se dire au final, mais voilà, moi, mon élève en mathématiques, il a vraiment beaucoup de mal à manipuler les réglettes, les jetons, c'est un peu compliqué pour lui. Donc pourquoi pas mettre certaines choses en place? Et là, pratico-pratique, j'utilise Math Learning Center, qui est un outil, justement, je fais la transition, une application qui est sur iPad, qui est totalement gratuite, ou bien vous travaillez en ligne, comme je suis en train de le faire sur Internet. On peut éventuellement travailler, que ce soit pour le visuel, le prof vers la classe, ou bien alors l'élève de manière individuelle, justement à son moment avec une tablette. C'est vraiment travailler les réglettes. Donc là, je prends par exemple une centaine, je la prends et visuellement, je dis, bah, écoutez, les gars, moi j'ai une centaine, on va essayer de la mettre en dizaines. On va voir un peu combien de dizaines ça fait. Alors je vais cliquer sur ce bouton aussi en disant, ben, on va compter un peu combien de dizaines il y a. Et hop, on calcule. J'ai une, deux, trois, j'ai 10 dizaines. Ok, et maintenant on va aller un peu plus loin. Combien est-ce que ça fait d'unités, une bandelette ici d'une dizaine? Et hop, on sélectionne, et alors on divise. On divise, hop, on divise pas, mais on split. Marc, tu es arrivé, tu m'as perturbé, c'est pour ça à mon avis. Oui, Et pardon, donc là, c'est juste dire que enfin, le temps file. C'était le comme on temps va aller file. sur les aménagements raisonnables. C'est juste Oui, une précision à ce niveau-là. parfait. Donc voilà, on est vraiment dans des outils de manipulation hyper concrètes qui seront là à disposition. Et vous avez tous les liens en tout cas qui seront disponibles sur la pyramide. Et puis alors on arrive aux aménagements raisonnables, justement. Là, ce sera un peu ma dernière partie aussi. Un outil qui peut être très très pratique, en tout cas pour vous en tant qu'enseignant. Je ne vais pas parler de notability et autres, parce que là, ce sera l'histoire justement après par rapport au pôle et aux ergots. C'est vous dire qu'il y a un petit site internet qui est sympa, qui s'appelle PictoFacile, là qui permet, si vous voulez, de transformer vos phrases directement en picto. Donc ici, j'ai mis par exemple, je marche dans la rue. Et là, automatiquement, ça m'a fait donc je peux sélectionner le picto qui me convient, je marche dans la rue, hop, j'avance, et ça me crée automatiquement, on le voit pas très bien, il est noir évidemment, voilà, ça me crée automatiquement un PDF que je peux imprimer. Alors je peux faire en sorte que les mots apparaissent en dessous, qui n'apparaissent pas, je peux faire un document plus grand, plus petit, mes pictos aussi plus grands, plus petits. Donc ça, c'est vraiment un outil très très intéressant, justement, que l'on propose aussi pour les élèves qui en ont un peu plus besoin. Mais ça, je vous laisserai découvrir quand vous irez manipuler de manière vraiment hyper concrète. Et puis on arrive à prise en charge avec et par l'enseignement spécialisé. Là, c'est l'objectif de dire on n'a pas mis d'outils spécifiques parce qu'on est un peu plus dans l'individualisation, mais on va utiliser tous les outils qu'on a vus donc en dessous de la pyramide et on va les retravailler peut-être de manière un peu plus concrète, un petit peu plus précise au niveau des élèves. Voilà Marc.
Oui, très intéressant. Et alors, on va pouvoir profiter justement, tiens, pour répondre à une question. Je vois que ta slide affiche, tiens, petit détour sur la salle des profs. Et il y a justement une question, où est-ce qu'on va pouvoir retrouver toutes ces infos, toutes ces données? Et donc, en effet, c'est sur la salle des profs que vous allez pouvoir découvrir ça si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien va apparaître. Il est aussi dans le Digipat, hein, des webinaires. Mais non, sur la salle des profs, en fait, vous devez aller donc sur pour le prof, c'est dans l'onglet pour l'instant où ça se trouve. Et donc là, dans les ressources pédagogiques, il y a l'onglet tout à fait à droite, ressources et éclairage spécifique. Et puis on arrive sur la page de l'enseignement par ou avec le numérique. Et là, vous avez vraiment l'accès à cette pyramide où le lien direct, il s'affiche là au-dessus et il va s'afficher aussi dans la conversation dans quelques instants. Donc voilà, c'est salle des profs, le lien habituel, slash la-pyramide-du-numérique sans accent pour y avoir accès. Voilà. Merci Jean pour toutes ces informations. On va poursuivre avec donc la découverte de personnes de terrain qui accompagnent les enfants au quotidien ou presque. Mais avant cela, j'avais quand même envie, puisqu'on parle de la salle des profs, de vous partager un outil magique qui vient d'arriver sur le site de la salle des profs et qui est très en phase avec ce dont on parle aujourd'hui. C'est Ludivine Alloy qui a réalisé cet ouvrage magnifique. Allez le consulter. Il est pour l'instant mis à l'honneur en page d'accueil d'ailleurs sur le site de la salle des profs. Ce sont des pistes pour adapter un album jeunesse à la situation de handicap de mes élèves. Alors le document est non seulement très intéressant parce qu'il vous permet d'avoir une idée des adaptations possibles. On a la possibilité de pouvoir télécharger d'ailleurs déjà 4 versions exploitables directement dans sa classe avec donc le handicap ciblé. Alors on aborde l'adaptation pour les élèves victimes de déficiences visuelles, de déficiences intellectuelles, des troubles du développement et de la coordination, les troubles du langage écrit, du langage oral. Il y a aussi ceux du spectre de l'autisme. Et donc, voilà, tout est vraiment expliqué, détaillé sur comment aménager mes documents pour pouvoir les mettre à disposition de mes élèves en fonction donc des troubles qu'ils rencontrent. Franchement, un outil magique et je m'en serais voulu de ne pas mettre à l'honneur ce magnifique travail, je le redis, de Ludivine Alloy, donc sur la salle des profs. Autre chose sur la salle des profs, pas tout en fait en lien avec ce dont on parle parce qu'on parle de numérique, mais sachez qu'il y a aussi un outil qui s'appelle accompagner les élèves qui présentent des troubles du comportement avec déficience intellectuelle. Et Dieu sait que dans votre pratique, vous pouvez en rencontrer. Et donc, il y a ici la méthode soupe. C'est une méthode qui a été mise en place et qui est détaillée donc à travers une fiche pédagogique également présente sur la salle des profs. Voilà. Avant de passer vraiment à la deuxième, parce que c'est intéressant, tiens, on va rencontrer des gens de différents pôles. Et donc, ma question, tiens, un petit sondage avant de vraiment les rencontrer, c'est avez-vous dans votre classe des aménagements raisonnables en collaboration avec les pôles? Est-ce que déjà, là maintenant, vous rencontrez ça? Donc oui ou non, histoire d'avoir une idée sur si vous êtes déjà susceptible d'être au courant de ce dont on va parler ou pas. Voilà, je vous laisse encore répondre, mais je crois qu'on va être sur cette moyenne hein, de 60% de oui et mais c'est beaucoup hein, quand même, ça m'impressionne dans le nombre, mais ça veut dire aussi que du coup les pôles font bien leur travail, mais tiens, on va du coup quand même aller vers les pôles et savoir de quoi il s'agit, parce qu'on a vu tout le monde n'est pas au courant, et puis parfois les pôles nous accompagnent, mais qu'est-ce qu'ils représentent également ces pôles qu'ils composent? Et pour ça, eh bien, on va aller à la rencontre de Lise Desch, Isabelle Tordoire, Chloé Couturier et Camille Jacquet. Elles sont toutes 4 enseignantes et détachées donc au pôle territorial libre de Namur avec donc 3 thématiques qui vont être abordées là maintenant. La démarche vers l'obtention du matériel, pas toujours évident. Comment pratique-t-on? Le rôle des différents acteurs, les parents, l'école, la VIC, le pôle, le PMS. Alors, est-ce que tous les acteurs ont réellement un rôle à jouer ou pas? On va le voir. Et puis alors,
Il y a une question qui revient et on avait fait un petit sondage justement sur les thématiques que vous aimeriez pouvoir aborder dans ce webinaire et le CEB avec toute la mise en place donc des outils au travers le CEB. Et donc pour ça, eh bien, on va accueillir ces quatre charmantes dames avec une première question. Mesdames, bon, on parle d'un pôle territorial, mais en réalité, qu'est-ce que c'est? Bonsoir Marc. Avant de répondre à votre question, mes collègues se joignent à moi pour vous remercier chaleureusement pour votre invitation à ce webinaire ce soir. Un pôle territorial, qu'est-ce que c'est? C'est une équipe pluridisciplinaire composée de logopèdes, d'ergothérapeutes, de psychologues, de neuropsychologues, de pédagogues, d'orthopédagogues, d'éducateurs et de psychomotriciens. Un coordonnateur est là pour chapeauter le tout. Nous sommes avant tout un service aux écoles et nous avons différentes missions, comme informer les écoles ordinaires des aménagements raisonnables, accompagner les élèves en intégration, accompagner la mise en œuvre des aménagements raisonnables, proposer des outils pour les élèves à besoins spécifiques, accompagner le plan de pilotage pour la mise en œuvre des aménagements raisonnables, le tout pour augmenter l'inclusion des élèves à besoins spécifiques au sein des écoles ordinaires. Un élève avec un outil numérique arrive dans ma classe. Que se passe-t-il? Dans l'idéal, l'enfant doit être autonome. Cela signifie qu'il doit maîtriser son outil numérique d'un point de vue pratique et logistique. Vitesse de frappe au clavier, gestion des programmes, gestion des fichiers. Il ne doit donc pas avoir besoin de l'adulte pour s'en servir. Pour cela, il doit avoir suivi un apprentissage auprès d'un thérapeute extérieur, logopède, ergothérapeute ou une ASBL spécialisée dans le domaine. En tant qu'enseignant, je dois lui transmettre tous les contenus matières qui nécessitent l'usage de l'outil numérique, en veillant à ce que les documents qui doivent être lus via la synthèse vocale soient passés au préalable dans un OCR. OCR qui est un programme de reconnaissance de caractère. Les documents peuvent être envoyés à l'enfant via Drive, AirDrop, mail ou clé USB. Pour la clé USB, il faut faire attention à ce que l'enfant ait un adaptateur selon les marques de son appareil. Le transfert des documents est un choix d'école prédéfini en équipe, selon les réalités numériques de chacun. Présence de Wi-Fi ou non, par exemple. On peut également donner accès à l'enfant à une imprimante, pour qu'il puisse imprimer ses documents de manière autonome. Il est important de veiller à ce que l'enfant ait un espace prévu pour déposer son outil et le faire charger au besoin. L'enseignant doit également pouvoir identifier les limites de l'outil numérique ou autres besoins. Par exemple, la maîtrise de l'application GeometriPad pour les plus grands. Et dans ce cas, en informer les parents pour poursuivre les apprentissages en extérieur. A contrario, parfois, il arrive que des enfants arrivent en classe avec un outil numérique qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Dans ce cas, il est du rôle de l'enseignant d'en informer les parents afin de renvoyer ceux-ci vers les professionnels extérieurs adéquats. La mise en route de l'outil numérique en classe se fera en fonction de la progression de la prise en charge extérieure, en ayant l'aval du thérapeute. Un de mes élèves a de grosses difficultés en graphisme. Je pense qu'il devrait avoir un outil numérique pour soulager sa graphie. Quelle démarche dois-je faire? Premièrement, il faut en informer le conseil de classe. Direction, PMS et enseignants y sont présents. La différenciation mise en place ne suffit pas, l'élève est toujours en difficulté. Dans ce cas, on peut demander ou suggérer des bilans kinés, des bilans moteurs aux parents. Ensuite, on peut faire appel au pôle, c'est la direction qui s'occupe de cela. Et on demande une observation de l'élève. Le pôle observe et rend ses conclusions et aide à la rédaction du protocole sur base des bilans reçus en indiquant l'utilisation d'un outil numérique ou non. Le pôle peut également guider dans les choix de l'outil numérique pour aiguiller les parents. Il peut intervenir dans l'accompagnement de la mise en place du protocole d'aménagement raisonnable si celui-ci présente des aménagements spécifiques à l'outil numérique. Le pôle peut enfin informer les enseignants de l'ordinaire en faisant des micro-informations pour leur permettre de mieux connaître le potentiel des logiciels des élèves qu'ils accompagnent.
Le pôle n'apprend pas à l'enfant à utiliser son outil numérique, ni à augmenter sa vitesse de frappe au clavier. Il propose des aménagements pour le rendre plus efficient dans l'utilisation des différentes fonctionnalités de son outil numérique et accompagne l'enseignant dans les démarches et la prise en main de l'outil de l'élève. Pour le CEB, la direction doit faire la demande de la version adaptée numérique lors de sa commande de CEB, comme pour les V2. Il est nécessaire d'avoir un protocole d'aménagement raisonnable stipulant l'outil numérique pour que cela soit accordé. L'enfant peut réaliser partiellement ou entièrement ses épreuves externes avec son outil numérique. Voilà, je voudrais vraiment remercier nos intervenantes. Alors, vous l'avez vu, hein, ça a été enregistré parce qu'en fait, elles n'étaient pas disponibles dans la réalité aujourd'hui soir. Et quand elles ont appris la thématique, elles ont dit on veut participer. Et donc voilà, on a posé les questions avant et elles sont arrivées. Je vois que Noémie est déjà montée sur scène. C'est bien parce que vous allez m'accompagner. Vous allez intervenir dans quelques instants donc sur votre thématique. Vous ne serez pas toute seule d'ailleurs. Il y aura Charlotte avec vous. Mais on va parler de la VIC avant cela. Et donc, si je dis de bêtises, n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir parce que je sais qu'on a eu du mal. On parle de la VIC comme un partenaire possible dans l'octroi du matériel. On s'est rendu compte que plus ça avance, plus c'est compliqué en fait à pouvoir l'obtenir, ce fameux matériel. Et donc, en contactant des responsables de la VIC, alors ils n'étaient pas disponibles. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est qu'ils n'étaient vraiment pas disponibles aujourd'hui. On a eu quand même quelques précisions donc sur ce qui l'en était aujourd'hui, sachant, et ça c'est vous qui me l'avez appris en préparant ce webinaire, Noémie et Charlotte, c'est que c'est surtout la mutuelle maintenant qui va donc intervenir dans les frais d'octroi du matériel, sous certaines conditions évidemment. On en reparle dans quelques instants, mais d'abord, donc sachez que en fait le principe de base c'est que avant d'acquérir un matériel, donc l'idée c'est de tester d'abord ce matériel pour être sûr que ce soit compétent. Et pour ça, eh bien, donc on nous a expliqué que d'abord l'idéal c'est que si l'école en dispose, ce soit l'école qui prête ce matériel aux élèves ou bien que ce soit les parents qui l'achètent. Mais bon, dans un premier temps, en tout cas, il y a un essai qui doit être fait pour justement, on vient de l'entendre, que les enfants puissent se familiariser avec l'outil et qu'on puisse en évaluer l'efficacité. Et puis alors la VIC, elle, mais on va mettre des nuances dans ce que je vais dire maintenant, et vous allez certainement en mettre également, Noémie et Charlotte. Bonsoir, d'ailleurs, je vous ai même pas dit bonsoir, je me rends compte. Mais donc la VIC peut intervenir pour une aide financière dans des cas très précis, et actuellement, il faut reconnaître, ils sont assez rares. Ils se basent sur le pourcentage d'handicap de l'enfant pour déterminer l'octroi des fonds, et c'est au fur et à mesure des années, il faut le savoir, les critères d'obtention pour pouvoir bénéficier justement de ces participations financières ont fortement augmenté, donc c'est pas forcément vers là où il va falloir aller, parce que les aides, elles sont surtout là pour des handicaps physiques qui se justifient. Alors, la justification, évidemment, leur appartient. Donc, par exemple, les troubles d'apprentissage ne sont pas reconnus comme pouvant bénéficier d'une aide potentielle de la VIC. Et il faut savoir aussi qu'un ordinateur, c'est ce qu'on nous a expliqué, n'est plus fourni parce que c'est un outil qui, aujourd'hui, n'est plus inaccessible par les parents. C'est en tout cas, je vous répète ce que j'ai entendu. Et puis, il y a par contre certains logiciels spécifiques qui, eux, pourront être financés pour l'utilisation. Et dernier point, avant de vous donner la parole, tiens, par rapport à ça, si vous le voulez bien, c'est dire que en fait, il y a le CRET, qui est là le centre de ressources et d'évaluation des technologies pour les personnes en situation de handicap, et que le CRET peut aider les parents dans les démarches et documents à remplir pour justement la VIC ou j'imagine pour la mutuelle du coup. Et donc le CRET peut aussi imaginer le prêt de matériel numérique pour un test. Là, dans votre fonction en général, on l'a dit, la VIC c'est difficile, ce sera plutôt quoi comme démarche, je me permets, avant de rentrer dans le vif du sujet? Donc n'oubliez pas de mettre le micro, voilà, merci Noémie. Bonjour. En fait, c'est difficile de répondre de façon générale parce que c'est vraiment au cas par cas et comme tu expliquais, c'est de plus en plus au dossier par dossier. Donc alors nous
principalement basé sur Bruxelles. Donc, de base, c'est vrai qu'on travaille un peu moins avec la VIC. On travaillait, on va dire, historiquement plus souvent avec le phare, qui est l'équivalent au niveau de Bruxelles. Euh, voilà, globalement, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler au cas par cas. Maintenant, c'est vrai que sur des dossiers qu'on avait historiquement, par exemple sur des troubles spécifiques des apprentissages, c'était plus facile de le faire passer. Maintenant, on va dire que Charlotte redis-moi aussi au niveau de ta consulte ergo, mais je veux dire que dans 90% des cas, on n'a pas d'intervention pour les troubles spécifiques des apprentissages, quoi. Non, c'est ça. On Donc va à avoir. Bruxelles, les remboursements se font via la mutuelle. C'est un document qui est assez simple à remplir par le médecin. Et effectivement, c'est un document qu'il faut demander donc plus au phare ni à la VIC, parce que la VIC c'est pour le Brabant wallon. Et effectivement, si on est dyslexique, c'est pas remboursé. En tout cas, tout ce qui est matériel numérique n'est pas remboursable. Il faut avoir ce diagnostic de trouble euh, type dyspraxie et donc trouble de la coordination. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter avec son médecin ou justifier d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que les dyslexiques ne sont pas répertoriés pour les remboursements, ni des logiciels, ni du matériel. Voilà, on trouvait ça intéressant en tout cas d'en parler et donc de connaître cette réalité aussi, hein, et Mhm, qui est celle des parents, hein, parce que mhm, évidemment bien sûr. il y a là aussi une difficulté. Bon, vous n'êtes pas vraiment là pour ça, mais puisque vous êtes rentré sur scène, je me dis bah tiens, c'était l'occasion de vous interroger. Et je sais que vous avez tellement de choses à pouvoir nous apprendre justement sur la démarche. Mais là, si on vous a invité, donc Charlotte Meus, ergothérapeute, on l'a dit, et Noémie Allais, donc logopède au sein donc du pôle territorial de l'IRSA à Bruxelles, donc. Et donc je vous ai demandé, c'était bah, votre témoignage en fait sur l'accompagnement d'enfants dans l'introduction de l'outil informatique en classe, parce qu'on parle d'outils, mais quand il est là, évidemment, il va falloir l'accompagner, cet enfant, et donc connaître vos réalités, parce que on l'a dit, une situation n'est pas l'autre, donc vos réalités de terrain par rapport à ça. Et j'aurais une première question, c'est ben, dans quelle situation en fait est-il vraiment pertinent de proposer un outil numérique à un élève à besoin spécifique? Est-ce qu'il faut toujours en proposer un? C'est vraiment encore une fois, c'est au cas par cas, mais on a vraiment deux cas principaux qui vont se présenter. Le premier, c'est que, comme on l'avait repris, enfin, comme nos collègues du pôle de Namur l'ont repris dans leur petite infographie, effectivement, il y a déjà un élève, par exemple, on peut avoir un élève qui est déjà suivi en extérieur et pour lequel l'outil a été décidé d'être mis en place au sein de son suivi. Voilà, il y a eu une rééducation qui a été mise en place et on se rend compte au terme d'un certain nombre de temps de rééducation que finalement cet outil numérique est nécessaire ou en tout cas est un levier pour lui l'aider dans ses besoins spécifiques. Et donc, dans ces cas-là, ce que nous, on va faire spécifiquement en tant que pôle, c'est qu'on va vraiment être l'aide pour la mise en place dans la classe. Donc là, on est vraiment dans on va dire le lien et notre rôle en tant que pôle d'accompagnant au niveau de la structure des enseignants. Et donc, on va effectivement venir voir en classe comment ça se passe. L'élève, a priori, a déjà suivi son apprentissage autour du numérique, est relativement autonome avec son outil. Ça, c'est quand même super important de ne pas avoir un élève qui arrive sans avoir un certain degré d'autonomie vis-à-vis de son outil, puisque sinon on retourne dans un espèce de schéma double tâche et donc à ce moment-là, l'outil numérique n'a pas d'intérêt. Et là, deux options. Soit on a un accompagnement de l'élève plus spécifique en termes logistiques, voilà comment on va l'installer dans la classe pour que ce soit le plus fluide possible, pour que ce soit le plus fluide possible pour lui aussi de l'utiliser au quotidien. Soit, deuxième temps, on va accompagner l'enseignant par rapport à la structure numérique qu'on a proposée autour de l'enfant. Donc voilà, comment l'enseignant se sent à l'aise ou pas avec l'outil, à l'aise ou pas avec les logiciels. Ça, c'est vraiment cette partie-là, on va pouvoir prendre un temps aussi avec l'enseignant. Et le deuxième cas, c'est quand le pôle, on est interpellé pour une demande d'avis justement sur la pertinence ou non de mettre un outil numérique. Et donc là, on va de nouveau rebondir sur ce qui avait déjà été expliqué, c'est qu'on va prendre un temps d'observation en classe, beaucoup de temps d'échange, d'accompagnement en collégial avec les différents intervenants et voir un petit peu si effectivement c'est pas opportun de proposer un bilan avec des personnes compétentes pour pouvoir bilanter l'élève et voir si cet outil est un outil levier dans son parcours d'apprentissage.
Ouais, vous parlez que les enfants soient autonomes avec l'outil, mais il y a les enfants, mais il y a l'enseignant aussi qui est en Ouais. classe, qui va devoir apprendre cet outil. J'imagine, enfin, comment on procède en fait avec l'enseignant du coup pour qu'il puisse se les approprier? Alors, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il faut, déjà, je vous rassure tous, il faut pas de formation particulière pour suivre un enfant ou avoir un enfant qui a l'outil numérique en classe. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Il faut pas de formation, mais c'est sûr qu'il faut que la personne soit un tout petit peu à l'aise avec l'outil numérique. Il faut des compétences de base suffisantes, comme j'imagine que de nos jours, c'est quelque chose que tout le monde a accès, mais c'est des renvois d'emails, des impressions, mettre sur clé USB, scanner un document, des choses comme ça. Mais ce qui est vraiment important, c'est que l'outil numérique soit vraiment fonctionnel en classe, en fait. Donc, et savoir aussi à quoi sert cet outil pour cet élève à besoin spécifique. Il faut savoir que l'ordinateur, c'est un outil de compensation. Donc, en fait, l'élève va moins dépenser d'énergie sur ce qui le bloque, hein, sur ses difficultés, et en fait, il a plus de ressources du coup pour comprendre, pour raisonner ou pour mémoriser, donc réussir la tâche comme les autres. Ce qui est important aussi, c'est de baliser les cours pour lesquels l'outil numérique est indispensable. Par exemple, on a eu dans une école un élève en deuxième primaire. On s'est dit, voilà, le premier trimestre, on va commencer à utiliser l'iPad pour tout ce qui est uniquement dicté. C'était bien défini avec l'institutrice et puis on s'est dit au deuxième trimestre, on va rajouter les productions d'écrit. Voilà, donc c'est important de bien baliser avec l'enseignante les cours pour lesquels l'outil est obligatoire en fait. Euh, alors, si c'est compliqué, si ça reste une difficulté pour l'enseignante, nous en tant que pôle, on est bien sûr là pour accompagner l'enseignante. Alors, on vient normalement de manière ponctuelle. Maintenant, s'il y a un objectif bien précis, il ne faut pas hésiter à faire appel à nous parce qu'on peut accompagner l'enseignant pour un objectif bien précis sur un peu plus long terme en fait. Donc on peut venir par exemple une fois par semaine pour avoir un moment d'échange avec l'enseignante, pour lui expliquer le fonctionnement de l'iPad, de l'ordinateur, pour expliquer comment fonctionne une application, un logiciel ou pour voir tout simplement si l'enfant le maîtrise bien et que ça se passe bien en classe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter aussi à faire appel à nous parce que ça peut être une grande aide si l'enseignante ne s'y connaît pas beaucoup. Et donc, on est là pour ça. Et du coup, enfin, on va revenir à l'élève, parce vous êtes là pour accompagner l'élève. Ça, c'est votre premier travail, en fait, en tant qu'accompagnatrice, puisque vous êtes deux dames, hein, j'ai dit accompagnatrice, il y a des hommes aussi, évidemment. Mais avec l'élève, concrètement, une fois que vous êtes là en classe, ça se passe comment? Vous donnez cours à la place du prof? Non, on est vraiment en suppléance, oui, c'est vrai. On est un peu comment on va dire, une aide à l'élève. C'est plus pour voir un peu comment lui s'en sort dans les moments de classe, donc en termes de voilà de moments réels et au quotidien. Bah, voir si on doit compenser ou se dire bah tiens là il est tout à fait autonome ou bien non il a besoin d'un coup de main et donc on doit pouvoir mettre en place des moments plus spécifique avec lui. Mais ce qui est toujours important, c'est vraiment toujours. Enfin, nous, on met un point d'honneur et je pense que vraiment les pôles sont importants aussi dans tout ça. C'est vraiment ce regard global et de faire des comment on va dire des points réguliers pour voir comment l'élève se sent. Est-ce qu'il est confortable? S'il n'est pas, ben, effectivement, de nouveau, on n'est pas dans un suivi établi toutes les semaines, mais on peut très bien se dire, bah, tiens, pendant cette période-là, parce qu'on va entamer une nouvelle matière ou une nouvelle compétence à devoir gérer avec l'outil numérique, on peut prendre du temps plus spécifiquement avec l'élève en classe à ce moment-là aussi et réviser régulièrement les compétences de l'élève avec son outil numérique. Donc il y a un véritable suivi qui est mis en Oui, oui, place tout en à fait fait. avec Ouais. l'élève. Et concrètement, tiens, de ce que vous avez quand même pas mal d'expérience hein, sur le terrain, les bénéfices réellement que vous observez dans le partenariat que vous mettez en place avec les parents, avec l'élève, avec l'enseignant. Alors,
C'est sûr que l'élève a besoin spécifique, il va se concentrer grâce à cet outil beaucoup plus sur ses apprentissages en fait. Et donc son trouble, il va plus être un écran. Donc la progression de cet enfant va être plus rapide, mais pour cela effectivement il faut qu'il y ait un bon suivi, une bonne mise en place de l'outil et un bon choix de l'outil, parce que ça c'est très important aussi en fonction du besoin de l'enfant. Il faut bien connaître les besoins de l'enfant et un outil ne correspond pas à tous les enfants. Donc, c'est vraiment important de bien choisir l'outil. Mais pour revenir aux bénéfices, forcément, l'enfant, du coup, il va sentir qu'il va pouvoir faire des progrès plus rapidement dans ses apprentissages. Du coup, il va être plus motivé, il aura une meilleure estime de lui. Mais il faut bien comprendre que l'ordinateur, ça va compenser l'impact du trouble de l'enfant. Donc, ça va lui permettre de faire la tâche avec moins d'obstacles. Et donc, il va pouvoir libérer toute son énergie, pas toute, mais une partie, pour apprendre et pour montrer ses vraies compétences, en fait. Il y a même des études qui ont été prouvées que le fait d'utiliser un iPad ou un ordinateur, ça permet à ces enfants d'avoir plus de ressources cognitives disponibles, en fait. Et donc, ça montre un maintien des acquis. Donc, c'est vraiment important de le savoir que c'est pas anodin en fait comme aménagement pour certains enfants qui en auront vraiment besoin. Donc un dyslexique par exemple dont la lecture est très laborieuse, il va pouvoir utiliser la synthèse vocale et donc il va pouvoir accéder au contenu directement ou de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple qu'un enfant qui n'a pas de difficulté ou un dyspraxique pour lequel le geste est très compliqué, maladroit, lent. Il va pouvoir utiliser un clavier, que ce soit un clavier caché ou pas, et via l'ordinateur, il y aura beaucoup moins de charge sur le geste. Et il va même peut-être même reprendre du goût à écrire de manière plus sereine, sans pression. Alors voilà, il y a beaucoup de choses positives. Maintenant, il faut bien sûr faire attention que ce soit bien mis en place et que ce soit le bon choix d'outils. Et il y a quand même quelques difficultés parce qu'il faut un temps d'adaptation aussi. Il faut que l'élève soit suivi à l'extérieur et qu'il puisse aussi maîtriser cet outil. Il faut qu'il y ait des ajustements progressifs en cours de route, hein, en fonction des demandes de l'enseignante, en fonction de l'évolution de l'enfant. Il faut aussi une très bonne coordination entre l'équipe, hein, entre l'équipe même extérieure, entre la famille, entre l'enseignante. Et donc pour ça, il faut pas hésiter à faire appel au pôle aussi, parce qu'on peut prendre contact avec les intervenants extérieurs, les ergos, logos qui suivent l'enfant de manière extérieure pour justement faire le lien et dire tiens, s'il y a quelque chose encore à travailler, ben, est-ce que tu pourrais éventuellement faire ça en individuel avec lui? Donc ça, c'est aussi quelque chose à bien anticiper et à prendre le temps en fait pour que voilà, il y ait une bonne coordination dans toute l'équipe. Donc ça, c'est une chose. Il faut bien savoir que l'outil, c'est pas non plus une solution miracle, hein, c'est pas non plus une baguette magique, ça va résoudre tous les problèmes. Il faut aussi se rendre compte, pour les enseignantes, c'est pas toujours facile, mais c'est pas un avantage en fait qu'on propose à l'enfant. C'est vraiment, comme je l'ai déjà dit, un outil plus de compensation qui fait qu'on va vraiment voir l'enfant comment il travaille sans être freiné en fait par sa difficulté. En fonction de sa difficulté de lecture, d'écriture. Et donc, c'est important de voir ça pas comme un avantage pour l'enfant, mais c'est vraiment une question d'équité, en fait. Ouais. Alors, nous, on aime bien référer l'APEDA, qui est l'Association pour les personnes en difficulté d'apprentissage. Ils ont un site internet qui est très bien fait, qui est apeda.be. Et je recommande vraiment les institutrices à aller voir ce site parce que ils ont plein de ressources en fait. Ils ont des boîtes à outils, des fiches pratiques sur les troubles 10. Ils proposent des formations, des conférences. Ils informent que ce soit tant la famille, l'école. Enfin, c'est vraiment un site qui est très bien fait, une association qui est très active. Et donc nous, on aime bien renseigner cette association aux enseignantes, aux parents, parce que c'est plein de ressources. Voilà, et le lien sera disponible sur le digipad du webinaire, comme ça vous pourrez aller le consulter. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, un témoignage très intéressant en fait, très éclairant. Donc voilà, c'était très chouette de vous écouter. Merci à vous Noémie et Charlotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et puis on va rencontrer une de vos collègues quelque part, mais on va quitter la région de Bruxelles pour aller du côté de Bastogne en fait avec Laura qui va nous rejoindre maintenant. Laura, soyez, oui elle est là, je la vois arriver, c'est très bien. Laura qui donc nous rejoint le temps d'allumer sa caméra et son micro pour donc nous parler de son expérience lié à donc l'accompagnement des élèves, mais avec un outil spécifique qui est l'iPad. Laura, alors on va d'abord vérifier si le micro fonctionne. Bonsoir Laura. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait, parfait. On ne voit pas, mais Oui, je l'essentiel ne est sais pas là. comment activer. J'ai activé la caméra, mais ça ne veut Bon, pas alors montrer l'écran, désolé. c'est pas trop grave. De toute façon, l'essentiel c'est surtout ce que vous allez nous partager. Donc, je le disais, hein, vous êtes ergothérapeute, vous du côté de Bastogne, dans le pôle territorial de Mardasson, et l'iPad est un outil que vous utilisez, alors pas quotidiennement, c'est pas le bon mot, mais très régulièrement dans vos accompagnements. Et donc, on s'est dit qu'on allait un peu découvrir justement cette réalité. Et donc voilà, l'idée c'est que je vous ai demandé de m'expliquer en gros les applications, les incontournables selon vous et en tout cas la manière dont vous fonctionnez aussi avec cet outil. Donc voilà, vous n'hésitez pas, je vous laisse la main ou la parole pendant quelques instants. C'est gentil, merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, par rapport au fonctionnement de notre pôle, on fonctionne un peu différemment des autres pôles dont ils ont expliqué la manière d'intervenir auprès des élèves. Donc, nous, on travaille en lien également avec les partenaires extérieurs, mais on accompagne également l'élève dans la mise en place de l'outil numérique. Donc, on accompagne également dans l'apprentissage de l'utilisation de l'iPad et éventuellement de l'ordinateur, mais c'est vrai qu'on travaille essentiellement avec des iPads. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place plusieurs applications. Euh, Nous avons de base l'application Notability, qui est vraiment où je vais chaque fois les décrire par la suite pour vous expliquer en quelques mots en quoi elle consiste. C'est vraiment une application qui vous permet d'annoter un document PDF ou simplement d'écrire sur un document vierge. On peut un peu le comparer comme si on devait un ordinateur sur l'application Word et une application PDF. Après, il y a différentes applications qu'on peut utiliser pour échanger les feuilles entre l'élève et le professeur. Donc ici, j'en ai cité trois. Donc il y a Prismo, l'application Mail, l'application Teams. On peut également travailler, comme on l'a dit précédemment dans la présentation, on peut travailler avec une clé USB et un adaptateur. On peut également travailler par tout ce qui est système d'AirDrop si l'enseignant a un outil numérique Apple. Et alors, on a également une application qu'on conseille aux élèves, qui est une application qui est facilement accessible et qui est surtout gratuite, qui permet l'apprentissage de la dactylographie pour permettre à l'élève de ne plus perdre de temps en cherchant les lettres sur son clavier et donc d'éviter tout ce qui est double tâche. Alors, en quelques mots, Notability, donc en fait, vous allez arriver sur une application qui vous permet d'avoir la possibilité de créer des intercalaires. Donc, dans la mise en place de l'outil numérique, nous, essentiellement, dans un premier temps, on utilise pour toute la partie français. Et donc là, ça nous permet vraiment de créer des intercalaires comme le classeur de l'élève pour qu'il puisse organiser ses feuilles de cours comme s'il avait un classeur version papier. Et par la suite, on peut également alors mettre en place éventuellement des manuels scolaires avec l'application Numabib qui permet d'obtenir les manuels scolaires de manière gratuite et de permettre à l'élève de pouvoir annoter du coup ses feuilles de cours comme l'élève qui est à côté de lui et qui est écrit en version papier. Et il permet également de prendre des notes sur un document vierge. Donc, c'est souvent un document qu'on prend soit pour les expressions écrites, soit pour la mise en place de dictées. Et donc, via cette application-là, pardon, l'élève peut écrire un texte, donc soit en tapant sur le clavier ou en utilisant la dictée vocale. Il peut également souligner, encadrer ou mettre en fluo. Et il peut également utiliser l'application pour écouter des consignes ou écouter un texte via la synthèse vocale. Donc, ça permet vraiment d'avoir toutes les fonctions qui permettent à l'élève de travailler comme un autre élève, mais sur une seule application et ça lui évite de devoir chipoter avec d'autres applications.
Alors par la suite, comment amener les informations et les documents sur l'application Notability? Il y a plusieurs possibilités. Donc on a l'application Prisma, qui est vraiment un scanner et qui permet d'avoir la fonction OCR. Donc ça permet vraiment à l'élève de pouvoir convertir des documents ou des images en texte numérique et donc de pouvoir les écouter s'il en a la nécessité. Donc l'élève va simplement réaliser une photo du document fourni par l'enseignant, donc la version papier. Grâce à ça, il va pouvoir ajuster sa photo, donc vraiment la remettre dans la bonne orientation et d'activer la fonction CR. Et une fois que toutes ces options-là sont faites, il va pouvoir enfin l'envoyer sur Notability et du coup y inscrire ses réponses. Ou alors il y a d'autres options. On a l'application Teams où il y a d'autres options aussi, mais c'est vrai que nous, essentiellement avec les écoles avec qui on travaille, ils travaillent avec Teams. Ou alors l'application Gmail qui permet vraiment à l'élève de recevoir les feuilles de cours, les manuels, les évaluations, les devoirs, vraiment de communiquer avec son enseignant afin d'obtenir les documents, tout ça en version PDF. Ça, c'est très important. Comme ça permet à l'élève de ne pas modifier sans faire exprès la mise en page du document. Voilà, donc pas mal d'informations. Et donc il y a d'autres outils encore comme Typing Land, j'ai vu. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est la dernière petite application, en tout cas en début de mise en place de l'outil numérique. Après, il y en a d'autres qu'on peut venir rajouter, mais c'est l'application qu'on met en place. Donc là, c'est essentiellement en collaboration avec les parents, où c'est pour permettre vraiment à l'enfant d'apprendre le clavier sans devoir constamment chercher ses lettres. Et donc, c'est vraiment une application qui est progressive, donc qui travaille vraiment 2 lettres par 2 lettres. Et plus on avance, plus l'élève va apprendre à maîtriser différentes lettres et alors, il y a des petits challenges, des petits niveaux et c'est assez ludique. Et même, je veux dire, donc moi, je travaille tant dans le primaire que dans le secondaire, mais même dans le secondaire, ils peuvent encore être preneurs par rapport à ce genre d'application, même si ça reste beaucoup plus intuitif pour eux, l'utilisation d'un clavier. Mais voilà, ça permet du coup de rendre l'apprentissage plus ludique et ça motive l'enfant et du coup, c'est souvent même assez je veux dire, intéressant pour eux parce ils peuvent voir leur évolution et donc c'est gratifiant également pour eux. Donc voilà, ça c'est vraiment les applications on met de base en fonction bien évidemment des difficultés de l'élève. Euh, et du coup, on accompagne également les enseignants dans l'utilisation de ces outils-là. Et alors après, en fonction des difficultés qu'on a observées, s'il y a des difficultés plutôt en géométrie ou des choses comme ça, ou vraiment des difficultés où il y a besoin d'un dictionnaire, d'un Becherel, etc. On peut rentrer plus dans le détail, mais ça, c'est vraiment la base qu'on met en place dès le début lorsqu'on met en place un outil numérique chez un élève à besoin spécifique dans le cadre de nos missions au niveau du pôle. Et donc là, l'idée, c'est que, parce qu'on parlait tantôt du matériel fourni par les écoles, là, c'est vraiment l'iPad de l'élève sur lequel se trouvent ces outils et pas question de l'utiliser pour d'autres élèves, par exemple, hein. C'est le principe. Alors ici, notre pôle fonctionne un peu différemment des autres pôles, c'est que nous avons des iPads à disposition Mhm. que nous mettons à disposition de nos élèves dans un cadre de prêt limité, vraiment dans le but de tester l'outil numérique avant de se dire bah, est-ce que c'est un iPad qui convient, est-ce qu'on doit plutôt partir sur un ordinateur, sur un Chromebook ou d'autres outils. Et donc là, ici, nous mettons en place l'outil numérique avec l'élève, donc on lui prête l'élève en créant une convention en disant bien voilà, c'est dans le cadre scolaire, il a la possibilité de reprendre cet outil numérique-là à la maison pour pouvoir réaliser ses devoirs. Donc voilà. Et donc, en fonction des besoins de l'enfant, on adapte ce qu'on peut mettre en place. Mais du coup, c'est vrai que dans un premier temps, c'est souvent nous qui proposons l'outil numérique à l'élève et qui lui mettons à disposition. Et du coup, c'est vrai que si on a des enfants qui ont un peu plus des difficultés à rentrer alors dans la mise en place de l'outil, on redirige alors l'élève vers un thérapeute extérieur ou alors des ASBL qui font également des stages sur l'apprentissage de l'outil numérique pour Ouais, très, accélérer l'apprentissage. Voilà, donc on n'hésite pas à vous contacter si on a Voilà. évidemment besoin de vous. En tout cas, merci beaucoup. Encore un témoignage très éclairant qui nous permet de justement. Mais on parlait d'iPad, on a mis celui-là en avant maintenant, mais on l'a dit en fonction des besoins des élèves. Évidemment, on va peut-être devoir aller sur d'autres outils. On parlait tantôt du clavier. Ben, le clavier, ce sera si on en a vraiment besoin, ce sera plus l'ordinateur. J'imagine là que le clavier. Enfin, il y a l'extension clavier sur iPad, hein, mais voilà, à voir avec vous en fait, tout simplement, C'est dans ça. ce qu'il en est. Oui. Voilà.
Donc Oui. voilà, je vous remercie. On va avancer parce qu'il y a encore une autre personne là qui arrive, une autre témoin. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation. Et décidément, c'est vrai qu'il n'y a que des dames aujourd'hui. Et donc il y a Virginie Roland qui vient d'apparaître là maintenant. Alors Virginie, c'est un peu particulier parce que on était dans le cadre d'une formation il y a pas si longtemps que ça en fait dans Ça. son école. Et bonsoir Virginie. Bonsoir Marc. Et en parlant juste à la fin de la formation, on a dit ben tiens, on a un webinaire sur justement l'encadrement des élèves à besoins spécifiques. Et Virginie nous dit ben moi en fait je connais ça. Et on s'est dit ben alors viens nous en parler. Et donc Virginie, bon, on a déjà fait un peu le tour de l'accompagnement, mais en tant qu'institut, parce que ça doit quand même demander, enfin on a déjà touché un mot, mais un investissement particulier. Alors concrètement, quand on est un site et qu'on a cette mise en place d'accompagnement, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que quand j'ai un peu entendu Noémie et Charlotte parler de la structure du pôle, je me suis évidemment reconnue dans le fait d'avoir consulté le pôle déjà pour des enfants qui en avaient vraiment besoin et puis d'avoir suivi la formation sur le numérique l'an dernier. Justement, j'ai été épaulée par une de vos collègues dans le pôle de Liège pour justement accompagner une petite fille qui avait vraiment des grosses difficultés et qui avait des besoins spécifiques puisque en fait le pôle venait déjà dans ma classe pour des observations donc j'avais fait appel à elle tout en début d'année. Elle est venue plusieurs fois en observation. On avait déjà mis des choses en place plus concrètes. Et puis, quand j'ai suivi la formation sur le numérique, je dis, voilà, je me sens parfois un peu seule et un peu démunie, surtout au niveau du timing, avec des petites premières années. Il faut savoir que je suis en première primaire. Et donc, elle m'a dit, moi, je peux te soutenir pour justement dans l'utilisation de la tablette. Est-ce qu'il y a une application spécifique qu'il faut justement qu'on travaille? Et alors, lors de concertation, c'est ça aussi que le pôle, voilà, comme Noémie et Charlotte l'ont dit, et elles sont là pour des moments ponctuels où on se met autour de la table et en fonction des besoins que l'enseignant a ou même les enfants ont besoin, on crée des activités. Et c'est ce qui s'est passé en fait au sein de ma classe. Au niveau du timing, du coup, est-ce que c'est énergivore quand on est enseignant de devoir mettre ça en place avec toutes ces concertations ou autres parce que ça peut faire peur? C'est énergivore, ça c'est sûr, mais je pense que on le fait aussi pour le bien de l'enfant. Quand on fait appel au pôle, c'est que réellement, voilà, on sent qu'il y a des enfants qui ont un besoin spécifique et particulier voilà. Et puis le pôle, il est là aussi pour un peu nous rassurer dans des démarches que l'on fait déjà peut-être très bien et qui sont positives, parce que voilà, on différencie, parce qu'on aide déjà des enfants, mais on a un autre regard parfois et un regard extérieur, parfois ça nous aide, ça nous renforce aussi dans ce qu'on fait déjà de bien. Et puis ça nous donne des pistes, rien que ça. Mhm. Maintenant, c'est sûr que c'est énergivore, mais maintenant on nous le demande dans beaucoup de choses. On est obligé d'ouvrir des DAC, on est obligé de faire des dossiers d'accompagnement de l'élève. Donc, toutes ces concertations, elles alimentent justement tous ces dossiers. Moi, le pôle, il a pu être d'une grande ressource pour pouvoir alimenter justement le DAC par après voilà, pour ces enfants en grande difficulté. Ouais. Donc, Une dernière question, parce que le temps file malheureusement, oui. mais on parlait de regard, mais il y a aussi le regard de l'élève sur ses camarades, lui qui bénéficie d'un encadrement un peu spécifique, mais sur lequel on pourrait attirer l'attention. Il y a le regard des autres justement sur cet enfant, et puis peut-être le regard aussi des parents, pas celui de l'enfant, mais les autres. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à ce niveau-là? Ici, c'est d'en parler. Déjà, avec les enfants, c'est d'expliquer, d'expliquer ce qu'on fait, qui sont ces personnes aussi, pourquoi ces outils-là rentrent dans les classes. C'est un peu comme des enfants qui partent chez la logopède, on explique pourquoi ils partent. Généralement, chez les petits, en tout cas,
je veux dire que ça ne devient pas une banalité, mais on en a beaucoup. Je veux dire des enfants qui, voilà, pour lesquels ils ont des besoins à un moment donné peut-être de leur parcours il suffit d'en parler. Je crois que c'est quelque chose le dialogue est important, que ce soit avec les parents et aussi avec les enfants au sein de la classe et des thérapeutes, puisqu'ils sont quand même, ils ont un rôle quand même fort important aussi à jouer. Ouais. En tout cas, voilà, on va arrêter là, mais c'était intéressant de t'entendre, Virginie, parce que on voulait justement, tu avais tellement le sourire en nous expliquant que cette collaboration, qu'on voulait montrer que voilà, c'était pas une contrainte, c'est un plaisir et chacun se nourrit en fait de cette collaboration. Voilà, le tout dernier mot de la fin, ce sera lequel pour toi? Dire qu'on n'est pas seul, c'est un soutien. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit, de se dire que voilà, il faut pas hésiter à faire appel à eux. Voilà, donc n'hésitez pas, Virginie l'a dit, et si Virginie le dit, c'est que c'est vrai. Voilà, merci Bonne Virginie. soirée. On va terminer avec un dernier intervenant maintenant, une dernière thématique. On vous l'a dit, alors on va assez rapidement, mais c'était important de vous montrer un nouvel outil qui vient de voir le jour. Alors c'est un habitué qui va nous rejoindre là maintenant, habitué parce qu'on l'a déjà eu sur le premier webinaire avec justement l'éducation média, c'est Martin Culot. Je le disais, Martin Culot, un outil qui vient de voir le jour. Bonsoir tout d'abord, et qui Bonsoir. donc est là pour faire le bilan de l'éducation média dans l'enseignement spécialisé. Tu peux nous en toucher un mot? Oui, voilà. Donc c'est un document qui est sorti début 2026 ici. Et en fait, c'est le résultat d'un an et demi d'entretien, de réflexion sur la question de l'éducation aux médias dans l'enseignement spécialisé. On a voulu faire un focus sur qu'est-ce qui se faisait en fait dans l'enseignement spécialisé pour rendre ça plus visible et du coup pour aussi inspirer. C'est pour ça que ça s'appelle un carnet d'inspiration. Et donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce carnet en fait? Ça va être des témoignages d'enseignants, ça va être des réflexions méthodologiques, ça va être des perspectives sur tiens, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec sa classe en termes d'éducation média. Et alors, la dernière partie de l'ouvrage, c'est en fait une enquête que j'ai menée auprès des professionnels sur quels sont les besoins en termes d'éducation média pour l'enseignement spécialisé. Alors ici, je vais vraiment simplement vous montrer un petit peu la logique qu'on va retrouver là-dedans. Donc en fait, ce sont des témoignages d'enseignants. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas ici dans des outils directement, enfin, c'est pas un catalogue d'outils, c'est davantage des questions qu'on se pose lorsqu'on veut aborder l'éducation média dans le spécialisé. Et donc Laura, par exemple, nous témoigne qu'elle trouve que ce qui est pas évident à mettre en place lorsqu'on fait de l'éducation média dans le spécialisé, c'est à la fois de travailler sur la dimension technique et critique. Damien, qui lui travaille dans l'enseignement spécialisé de type 5, donc à l'hôpital, met en avant l'opportunité de travailler la radio. Et il dit, en fait, la radio, le podcast, ça permet de travailler ces éléments-là, ces compétences-là. Et donc, c'est ça, en fait, que vous allez retrouver dans le carnet. C'est davantage des témoignages, des éléments pour un petit peu se dire, et j'ai bien aimé la conclusion qui a été dite avant, on n'est pas tout seul, on se pose les mêmes questions, on essaye d'avancer là-dessus, et on cherche des éléments pour pouvoir s'outiller. Jean, qui d'ailleurs est présent ce Oui. soir également, le projet, donc quand il témoigne sur son projet, nous dit le projet qu'il a mené avait pour but de faire connaître l'enseignement spécialisé à l'extérieur, d'amener les élèves en fait sur un regard extérieur et faire connaître les réalités de terrain. Et c'est un peu ça l'idée de ce carnet, c'est de dire finalement intéressons-nous un petit peu à ce qui se passe dans le spécialisé, ces projets d'éducation média, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et donc il y a toute une série aussi d'outils qui sont recommandés dans le carnet. Ici, j'ai pris l'exemple de Jungle Web Plus, qui en fait est l'adaptation d'un jeu Jungle Web, mais spécialement, pour le spécialisé. Donc avec une adaptation de l'écriture Falk, etc. Et donc il y a vraiment cet élément-là en disant, tiens, il y a des mises en situation pour pouvoir réfléchir avec son public sur les usages médiatiques et travailler le fameux esprit critique avec le spécialisé. Et c'est ça que ce carnet veut mettre en place. Et enfin, un outil, si je peux me permettre, non, je voulais juste dire un outil, si je peux me permettre, qui est téléchargeable. Enfin, on peut se le faire livrer gratuitement via le site de Child Focus. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il est disponible. Ouais. Et alors, l'autre outil?
Et alors l'autre outil qui lui est peut-être un peu plus spécifique, mais en fait qui concerne la question des écrans en résidence, puisque lorsqu'on parle spécialisé, alors on parle école, mais on parle aussi de contextes qui sont parfois école en hôpital, en résidence, en institution. Et donc là, ça va plutôt être des éléments qui vont outiller sur la question, tiens, finalement, comment est-ce qu'on gère les écrans quand on est avec ces publics-là dans des contextes en résidence, quoi. Donc voilà, ici, c'est vraiment l'objectif de ce carnet, c'est de montrer qu'il existe des choses, de montrer qu'il existe des outils et que finalement, il y a ces besoins d'éducation média sont aussi valables dans le spécialisé évidemment que dans l'ordinaire, si même pas plus. Et donc l'idée, c'est bien de les visibiliser et de mettre ça en avant. Et donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse. Et par ailleurs, moi je travaille à Média Animation à SBL et on est disponible pour toute question qu'il y aurait par rapport à ça, et c'est avec grand plaisir. Voilà, merci en tout cas. Et donc, en effet, justement, on va faire la boucle va être bouclée puisque Jean nous parlait tout à l'heure de fiches du CESEN pour prouver que on pouvait travailler avec le numérique et des élèves et donc dans des projets motivants avec des élèves du spécialisé, entre autres. Ces fiches, elles sont référencées dans ce document. Donc, n'hésitez pas à les jeter. Je vais remettre le carnet là. Osons l'éducation aux médias dans l'enseignement spécialisé, carnet d'inspiration. Et puis, si on vous rencontre, nous, les conseillers technopédagogiques, dans une formation, n'hésitez pas à nous demander peut-être un exemplaire parce qu'on en aura peut-être un avec nous version papier. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Merci Martin Merci beaucoup. pour cet éclairage. On en arrive donc à la fin de ce webinaire et c'est bien parce on est pile dans les temps. Et donc voilà, déjà 3, mine de rien, du coup, se terminent. Et donc il y en a 2 qui arrivent. On va faire le point sur les 2 justement rapidement. Enfin 3 qui arrivent, mais le point sur les 2 prochains. Donc le 9 mars, on vous l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais donc on sera sur la digitale avec une présentation de l'ensemble des outils qui sont présents sur la digitale. On rappelle qu'ils sont tous gratuits, ça c'est intéressant. Et on aura en invité Emmanuel Zimmert, qui est donc celui qui a conçu ce site et qui met à disposition donc l'ensemble des ressources. Et puis sachez déjà aussi que le 21 avril 2026, nous recevrons en invité Orlando Palermo avec donc comme thématique l'IA et l'IA qui peut d'ailleurs être au service de l'adaptation pour pas mal d'outils justement au service des élèves à besoins spécifiques. On aura l'occasion de revenir entre autres sur ce sujet-là dans ce prochain webinaire. Voilà, dans quelques instants donc ça va se clôturer. Vous allez recevoir un lien avec l'évaluation du webinaire. On vous demande vraiment de le remplir, ce serait vraiment gentil parce que ça permet d'avoir un retour concret sur ce que vous avez ressenti et pouvoir déjà pourquoi pas anticiper la suite, c'est-à-dire les webinaires de l'année prochaine. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre attention. Je remercie tous les intervenants et intervenantes de ce webinaire qui vraiment, en tout cas, je l'espère, nous a permis d'en découvrir beaucoup plus sur un sujet malheureusement que l'on traite trop peu. Voilà, bonne soirée à vous et très bientôt. Au revoir.